When I heard that Adrian was building his very own interceptor, I was curious. I first started to think about this project 3 years ago. With this movie, we want to honor what came before. From the get-go, we hit it off with story ideas and developed the script. I would say the Interceptor was the initial spark, igniting the fire in everyone getting involved. This character's been played by a phenomenal actress before, so why touch him? I think you shouldn't, unless you put your own spin on him. In the tradition of Mad Max Fury Road, we played out the film in its first iteration as an extended storyboard. It was so exciting to see how the story came to life this way. Over 500 panels gave us the opportunity to play out the story and plan the movie shot by shot. Based on these boards, we were able to develop character moments and action scenes even further. That's exciting stuff. We're scouting spectacular locations, the caves, the buzzards hall, the quarry, the hangar. The amount of detail going into building this world, the set design, the costumes, the props, the special makeup effects. It's gonna be huge. We want to present you an experience that stands on its own, but also plays well in the context of the 4 official Mad Max films that came before. And not copying what's been done before. Everyone in this crew is working on all cylinders to create something special. The energy and the motivation all the crew members put into this project, it's just incredible, it's amazing. Be part of the making of this unique film. It's gonna be mad. Et c'est parti. Yes. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, ce sera encore une interview slash review slash je veux créer du contenu pour avoir du contenu sur ma chaîne. Et un contenu Patreon qui sera d'abord un contenu Patreon avant d'être un contenu de truc. Oui, il faut payer les sous. Ce sera ça. Aujourd'hui, j'invite notre collaborateur, notre truc, Aina Thiam, le réalisateur de Sandalman, qui a écrit Sandalman, qui a réalisé Sandalman, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de co-réaliser le film avec lui, dans notre collectif qui s'appelle le collectif Sun Network, là où il y a Charles, Maurice, Aina et moi, et on peut aussi compter aussi Tijan qui a été un des membres importants aussi de la chaîne parce que c'est lui qui a été pendant au début de la chaîne avant qu'il ne voyage au Canada un des membres les plus importants aussi de la chaîne et autres et tout, et aujourd'hui qui est un incroyable combattant de MMA comme vous pouvez le voir un peu sur la vidéo que je suis en train de mettre un peu là. Lui aussi, un petit coucou d'ailleurs, je dois faire une interview aussi avec lui. Bientôt, on n'a pas encore eu le temps de faire le truc, mais il fait partie aussi des membres importants aussi de l'histoire de ce collectif-là. Donc aujourd'hui, comme il faut en parler un peu brièvement, là on a eu Aina m'a passé il y a de cela 2 semaines, je sais pas si c'était il y a 1 semaine ou 2 semaines, le fanfiction de Mad Max qui a été créé par, j'ai oublié encore les noms des gars, je sais pas comment ils s'appellent encore les boys. Alors, il s'appelle, je vais essayer de retrouver ça parce que c'est 2 réalisateurs. C'est 2 réalisateurs allemands, pour le coup. Je te retrouve ça. Ah, je vais être mieux préparé. Ah, je suis sur le générique de fin là. Il est un peu long parce que c'est un projet qui a nécessité une grosse équipe. Hein. C'est, de toute façon, on le voit dans. Après, on fera après le résumé du film. Ils n'ont même pas gagné de sous. Ouais, bon, la YouTube Money quoi. Alors, c'est réalisé par Adrian Martin et Eric Van Score. Je sais pas comment le prononcer. Eric Van Score. Donc 2 Allemands. Oui. Et ouais, c'est bien ça. Parce que alors, oui. Alors réalisé par Adrian Martin et Eric Van Score et écrit par Eric Van Score plus un 3e qui est Lasse Van Score. Donc c'est, on peut dire que c'est 3 cerveaux dans l'affaire en fait. Ouais. Ce projet-là qui les a pris 3 ans, si j'ai bien lu un peu
j'ai bien lu un peu le fonctionnement du délit, ça les a pris 3 ans. Et à peu près, ouais. c'est, ma foi, la qualité du travail est vraiment exceptionnelle. Ouais, c'est ce qui est marquant. On dirait pas, c'est le meilleur fan film que j'ai jamais vu de ma vie. C'est l'un des on dirait du niveau professionnel. J'ai vu des fan films, j'en ai vu plein, mais celui-là, ouais, j'ai pas cru que c'était un fan film, sincèrement. Ouais. Et je dis pas seulement ça parce que je suis un énorme fan des films Mad Max. C'est vraiment une qualité. C'est une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle par rapport à ce truc. Non pas seulement par la qualité de la réalisation ou quelque chose comme ça, mais surtout la compréhension de l'univers et de l'esprit Mad Max. Ça, ouais, on sent que c'est des gars qui ont lu, qui ont regardé les films, qui ont décortiqué, qui ont compris les films. Et surtout, ils sont pas seulement au bouquin. Ils se sont arrêtés aussi, ils sont partis aussi voir les comics. Parce qu'il y a les comics. Les comics, aussi, ouais. Ils ont beaucoup piqué. Et les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, ils sont partis piquer sur les comics. J'ai oublié encore le nom des créateurs de comics. Je mettrai dans le montage un peu le nom des créateurs de comics et tout. Mais Même moi, ça me donne envie de lire les comics du coup. Non, les comics sont très bien écrits. J'en ai vu 2 là. Je sortirai les trucs en montage là. Ça va sortir en montage là. Les comics sont géniaux. Et même le comics qui est sur la préquelle un peu de Furiosa. Ils se sont eux qu'on voit derrière un peu dans le trailer là. Les trucs et autres. Même derrière là, en ce moment, comme ils avaient préparé derrière un storyboard de malade. Non. Ouais. C'est un gros boulot de dingue et tout. Et si on peut un peu résumer déjà, il faut déjà, avant de parler même de ce film, que les gens connaissent déjà Mad Max, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Mad Max, on peut pas venir là faire un peu d'autodiscours entre les films et autres et tout. Déjà présenter un peu qui est Mad Max. Si tu peux présenter un peu Aina, qu'est-ce que Mad Max en fait? C'est quoi Mad Max? Bon. En gros. Bon, en fait, pour essayer de faire rapidement, Mad Max, c'est une série de films, en gros, qui se déroule dans un univers post-apocalyptique. Le premier film est plus une sorte de... c'est-à-dire que le premier film présente un peu les prémices d'une espèce de fin du monde, c'est-à-dire on ne précise jamais vraiment dans les films Mad Max qu'est-ce qui a précipité la fin de la société, mais en gros, la première ressource commence à être le pétrole, enfin le carburant pour les voitures, enfin c'est un peu ça, non? Oui, il y a déjà les trucs des pertes de carburant qui, par rapport à l'essence de carburant, dans le premier c'est ça, et on est à la verge d'une 3e guerre mondiale qui va exploser. Ouais. Pas encore. Voilà, c'est ça. Le premier film n'est pas encore un film post-apocalyptique. C'est pas encore un film post-apocalyptique. D'anticipation, on va dire. Ouais, c'est ça. Un film d'anticipation un peu sur une prochaine guerre qui va se dérouler. Et le personnage de Max n'est pas encore le personnage de Max qui est dans l'esprit un peu du public, un peu. Là. Non, oui. C'est un stand-alone film, le premier. C'est un stand-alone film et autres et tout. Et le premier était réalisé par George Miller. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit aussi. Je me trompe. Je pense que c'est lui qui l'a écrit aussi. Si je me trompe, je vais ressortir ça. En montage. Et le deuxième rôle de Mel Gibson, parce que c'était pas son premier film. Non, c'était pas son premier. Il y avait un film qu'il avait qui s'appelait Timmy, que j'aime beaucoup, où il jouait un peu une sorte d'autiste là. C'était un film australien qui était super génial. Ça s'appelait Timmy, et il était incroyable. C'est un des films que de Mel Gibson qu'on ne connaît pas trop. Que moi je l'avais vu. Un peu quand j'ai essayé de faire un peu mon parcours de Mel Gibson, un peu de sa filmographie. Et Timmy, et je pense que c'est son deuxième, Timmy qui est son deuxième, et je pense que Mad Max c'est son 3e. C'est son 3e. Ou son 2e. Il y a moyen, Ou son 2e. Maintenant je peux me tromper. Je pense que Timmy peut-être ça peut être le premier. Et Mad Max, en tout cas c'est entre 2 et 3. C'est comme ça. Et le 3e film qui a lancé sa carrière. Qui a complètement lancé sa carrière. Je pense que c'est Mad Max le premier qui a lancé sa carrière, ou c'est pas plutôt le deuxième à partir de... Non, c'est Mad Max le premier. Non, mais je veux dire, tu penses que c'est le premier ou le deuxième qui a vraiment lancé? Non, le premier. Road Warrior. Non, c'est le premier. Okay. Après le premier, c'est là où il a fait, je sais plus comment ça s'appelait, cet autre film là qui s'appelait The Years ou tout, là où il jouait un journaliste là. J'ai oublié le titre encore de ce film là, mais c'est à partir de Mad Max. À partir du premier Mad Max, c'est là où il avait 23 ans. Pouf, Skyrock et tout. Mad Max 2 avait ajouté à l'arme fatale, l'ont assis dans une position de star. Ça l'a assis, ouais. C'est un peu comme Will Smith avait Bad Boy.
Et après Bad Boy 2 a confirmé. Et après, il y a Independence Day et Men in Black qui l'ont assis comme une valeur sûre d'Hollywood. Mais Bad Boy, c'est ça qui a lancé la carrière. Mais je dirais même pas Bad Boy, je dirais une scène. La scène où il court. Ouais. Ça, c'est cette scène-là où il a quitté de Goofy. En une scène, il a changé de statut. Bref, pour revenir à ça, Mad Max, c'est un peu ça que je peux résumer. D'accord. Bah après, ouais, donc le premier film n'est pas post-apocalyptique, c'est un film d'anticipation, mais c'est vraiment à partir de Mad Max 2, certains l'appellent Road Warrior, que vraiment l'esprit vraiment de la série, l'esprit, l'ADN, toute la substance de la série s'installe. C'est-à-dire que sa voiture, l'Intercepteur, c'est à partir du 2 qu'elle apparaît réellement. C'est-à-dire qu'on la voit à un stade, à un pré-stade dans le premier film, mais c'est dans le 2 qu'elle devient mythique. La tenue de Max, emblématique, apparaît dans le 2. En fait, le film Mad Max 2, qui est considéré par beaucoup de fans de la saga comme puissance, ça multiplie tout, ouais. C'est vrai que Fury Road est un... Mais Mel Gibson, vieux, sur le rôle de Tom Hardy. Juste ça. Ouais, bon là, oui, c'est vrai que ça aurait été parfait. Là, par contre, au lieu de Tom Hardy, Mel Gibson, vieux, oui, là, clairement, il n'y aurait pas de débat dessus. Ouais. Là, il n'y a plus de débat. Mais c'est vrai, juste cet élément-là. Tout le même rôle que Tom Hardy a joué. Tu remplaces ça avec Mel Gibson, âgé, vieux. Juste ça. Et la scène de fin, pense à la scène de fin de Fury Road et vois Mel Gibson dans la même scène-là. Ouais, bah oui, là, ça a plus de sens, parce que du coup, c'est l'héritage, enfin, il a fait son parcours. C'est en fait, tout ce qui marque aux personnes, ils se disent, mais pourquoi il n'y a pas eu Mel Gibson? C'est tout. Ouais. C'est une opportunité ratée, malheureusement. C'est une opportunité qui ne pourra plus, alors que parce que quand je regarde les films là, j'ai dit, putain, pourquoi il n'y a pas eu Mel Gibson? Bah, c'est juste. Ouais, c'est ça. S'il y a Mel Gibson, c'est fini. C'est ça. C'est le plus grand film Mad Max jamais fait. Ouais, parce que franchement, le Fury Road là, en plus apparemment ça n'a pas eu un énorme succès au box-office, mais putain, mais ça a eu des récompenses et je l'ai revu, déjà tous les effets spéciaux pratiques, ils ont failli se faire jeter dehors de l'Australie parce qu'ils arrêtaient pas de faire du bruit dans le désert à force de cracher les voitures, ils ont failli se faire virer du pays. Là, c'est vraiment un projet couillu, et même l'histoire, après l'avoir revu, c'est la relation entre Max et Furiosa, je trouve, est super bien écrite et bien développée. Et c'est même amusant quand tu sais que derrière, behind the scenes, les deux acteurs se détestaient. Et ça se voit. Et en vrai, ça ajoute quelque chose en vrai. Ouais. Ça ajoute quelque chose un peu, parce que dans le contexte du film, ils sont à la fois alliés, mais au début, ils se font pas tellement confiance. Donc ça ajoute quelque chose. Je me demande si c'était kiffé. Est-ce que leur alchimie aurait été différente? Mais bon, ouais, Fury Road est un excellent bon contender. Moi, ça se joue entre Fury Road et Road Warrior. Et c'est peut-être le côté un peu, je sais pas, mon côté élitiste qui me fait dire Road Warrior, parce que je me dis à l'époque... Road Warrior, c'est difficile de... Et emblématique. Ça a trop donné les bases, parce que Road Warrior, en fait, ça a donné les bases. L'impact de Road Warrior se ressent partout, même dans le manga avec Ken le Survivant. Oui, Ken le Survivant. Waterworld, c'est Mad Max mais sur l'eau. Même Van Damme a essayé de se faire un Mad Max. J'ai regardé un autre film de lui l'autre jour là qui s'appelle Cyborg. Oui, Cyborg, ouais. Moi j'aime bien Cyborg. Moi j'aime bien. Je vais pas dire que c'est un excellent film, mais moi j'ai bien aimé. Il y a même un le méchant. Les méchants. Il y a un autre excellent aussi, Jason Scott Lee. Ouais. Je sais pas si c'était on peut le classifier une influence de Mad Max, mais quand tu le regardes quand même, il peut entrer. Il a pu y avoir une influence. Comment on appelle ce genre-là où typiquement c'est steampunk quand ils sont. Quand ils sont un peu dans les. Ouais, l'influence steampunk. Oui. Un peu, ouais. Parce qu'en plus, pour Soldier, en plus, ça se passe dans le même univers que Blade Runner, apparemment. Voilà, il y a le côté science-fiction aussi. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas que ça, il y a un autre film, comment il s'appelait? Patrick Swayze, lui aussi, il a fait un Mad Max façon, hein, aussi. Sauf que le film c'est parce que le film est très obscur, parce qu'il est pas très très bon. Attends, je fais juste la recherche vite fait. Mais il a fait il s'est essayé aussi à son
Mad Max, je vais essayer de retrouver ça. Ça va pas sortir parce que le film n'était pas très bon. Je crois que c'est Still Down. Ouais, c'est Still. Je connais pas du tout ça. Ouais, voilà. Sur une planète Terre devenue désertique, un ancien soldat devenu vagabond défend les intérêts d'une ferme hydraulique contre un tyran opportuniste qui cherche à accaparer une source intarissable d'eau pure. Je suis désolé. C'est Mad Max. C'est Mad Max. Dans l'impact, Mad Max Road Warrior a tellement donné le temps. Ouais. Tout le monde a repris ça après. Tout le monde a repris. C'est un esprit, Mad Max. C'est un esprit. C'est un esprit. Après, il y avait le 3 qui est souvent sous-estimé dans le truc pour son art. Ouais, c'est vrai. Son truc. Qui est sous-estimé, mais moi j'ai aimé. Hein. J'ai aimé. Moi j'ai aimé, mais surtout aussi j'aime. Parce que les gens n'ont jamais compris que aussi la trilogie Mad Max est pensée comme 3 films différents en fait. C'est ça que les gens n'ont pas pensé. Parce qu'ils ont tellement été marqués par le 2. Ouais, c'est ça. Et souvent, quand je l'ai dit, mais si vous regardez le premier film de Mad Max n'est pas un film de post-apocalyptique, c'est un film d'anticipation. Le deuxième, c'est un film post-apocalyptique. Le troisième, c'est un film sur la reconstruction d'une société. C'est 3 thèmes différents, en fait. Si ouais, c'est vrai. C'est 3 thèmes différents. Le premier, film d'anticipation. Le second, nous vivons dans un monde post-apocalyptique où on est dans la survie. Et le troisième, nous pensons à une reconstruction de société. C'est pour ça que le truc est fixé sur les enfants, le truc. Et George Miller, c'est quand même quelqu'un qui fait à la base des films aussi sur les enfants. Enfin, pas les enfants, mais des films. C'est pas lui qui a fait Happy Feet. C'est lui qui a fait Happy Feet. Les gens croient que George Miller, ouais, c'est un gars qui fait que de la zone. Non. Il fait des trucs aussi. Quand tu regardes, tu dis ah Happy Feet. Tu les trucs un peu. Là-bas, les gens ne comprennent pas ça. C'est lui qui a fait un film sur le désert et il fait un film dans la neige avec des pingouins. Il est versatile, hein. Très versatile. Il croyait que George Miller c'est Carpenter, que chaque film comme dans Carpenter il est énervé contre la société quoi. Non, c'est un film comme Happy Feet quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis le fameux Fury Road qui a pris 20 ans, 25 ans, 30 ans à le faire. Que moi-même je me rappelle à l'époque dans les années 2010-2011 je me disais que ça va jamais sortir, qu'il n'y aura jamais ce film entre l'Australie, mais il y avait aussi la Namibie aussi, là où ça s'est mal passé aussi, parce qu'ils étaient aussi en Namibie aussi. Je crois qu'on les avait foutus dehors de Namibie là. Moi je sais plus je savais qu'ils étaient aussi en Namibie. Et en Namibie ça s'est pas bien passé. Et après c'était un produit Channel. Oui. Et après Fury Road a été un truc, ça a été un succès d'estime, pas succès commercial évident, mais succès d'estime énorme. Ouais, ça a eu des récompenses. Comme ça a eu des Oscars, je crois. Et maintenant, avant de parler du prochain Mad Max qui arrive, qui s'appellera Furiosa. Ouais, on en parle. Oui, on en parlera après de nos avis. On va faire ça. On va du coup sans plus attendre aborder du coup le sujet de ce fan film. Hein. C'est une fanfiction, fan film qui franchement m'a épaté, m'a époustouflé et m'a marqué. Tu peux faire un peu un résumé de l'histoire un peu sur ce Open c'est Open quoi encore là le titre encore de Hope and Glory. Open Glory. Espoir et gloire. Littéralement. Ouais, en gros, donc on va dire que c'est un peu une side story, une side quest dans l'histoire de Mad Max. Chronologiquement, j'hésite, je suis pas exactement sûr de où ça se situe, si c'est entre le 1 et le 2, ou le 2 et le 3, sauf qu'à un moment, on voit les gars en blanc, là, comment on les appelle déjà? J'aurais dû me préparer. Dans Fury Road. Ouais, les fanatiques du volant, là, les fanatiques du V8 qui sont en blanc avec j'ai oublié comment ils s'appellent. Ils apparaissent dans... 3 et 4, hein. Parce que si on voit ces gars-là, je pense que c'est entre le 3 et 4. Ça doit être entre le 3 et le 4, ouais. Il y a moyen. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu une espèce de side story. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, tu as la quête principale et entre les deux, tu peux aller, aller chasser Enfin, tu peux faire une quête dans un village ou autre. C'est un peu le sentiment de ce film. En fait, pour résumer rapidement, en fait, c'est Mad Max qui continue ses aventures
Il vit dans le désert au jour le jour. La scène s'ouvre sur lui qui est au bord d'une falaise à côté de sa voiture. Le jour se lève et en fait, après avoir mangé une canette, après avoir mangé une boîte de conserve, il reprend la route et en gros c'est voilà, il part pour une aventure. Et en cours de route, il tombe sur une dispute justement de ces comment on les appelle. Faut quand même que je fasse la recherche. Dans Fury Road, les gars en blanc là, c'est pas désolé. un peu le nom, un peu comme ça là. Ça. On les appelle les fanatiques qui veulent aller au Valhalla là. Voilà. Les War Boys, voilà. Il voit une bande de War Boys, ouais, qui a pris en otage donc une femme et qui sont en train de se disputer. Et du coup, il arrive avec sa voiture. Donc dès le début, tu es directement pris dans le truc parce que tu as une scène d'action où il fonce avec sa voiture, il défonce leur voiture et il les élimine un par un et il secourt en gros la femme qui voulait capturer pour en faire pour ceux qui ont vu Fury Road, il voulait en faire un milker, une laiteuse. Donc bon, voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront ce que c'est. Et donc du coup, après l'avoir secouru, lui, il commence à récupérer son loot, quoi. Il essaie de voir s'il a de la gasoline dans sa voiture, des provisions, etc. Il en trouve pas. Et du coup, la femme qui du coup s'appelle, au lieu de l'appeler la femme, je vais juste l'appeler par son prénom. Elle s'appelle Hope. Hope lui demande de le libérer. Lui, évidemment, en bon anti-héros, il veut pas. Elle lui dit que en échange de la libérer et de la ramener à son camp, elle peut lui donner de la gasoline, en gros. Donc on est vraiment dans l'analogie du jeu vidéo où tu sauves un NPC, tu sauves un personnage et il te donne une quête et c'est ce qui se passe en gros pour résumer. Une fois qu'il va revenir au camp, il va rencontrer d'autres personnages, ça va créer de l'intrigue et ensuite ces personnages vont lui donner une autre quête, il va accomplir cette quête et ensuite voilà. Au cours de cette quête, il aura des défis à relever, des gens à affronter et la façon dont ça va se conclure traditionnellement comme les codes de Mad Max, ça se termine par une course-poursuite en voiture et par évidemment tout ça ponctué au début et à la fin par un monologue de Max qui est désabusé de la société et de ce qu'elle est devenue. Voilà pour le résumer en gros. J'ai essayé de résumer le plus vite possible. Après on peut... C'est un très bon résumé que tu as fait. Ah merci. C'est un très bon résumé sur le... j'aurais pas fait un résumé comme ça. Et oui, c'est en gros un peu ça. Et franchement, dans la qualité et dans l'esprit de ce film-là, il était vraiment incroyable. Hein. Surtout que c'est fait par juste des passionnés et des fans. C'est pas vraiment des éditeurs, c'est pas des trucs. Mais au-delà même de la qualité de ce maximum, ça me vient à penser. Je pense qu'on a tous cette conversation-là, mais bon, c'est la première fois que cette conversation va être en public. Est-ce que l'avenir du cinéma hollywoodien, que l'avenir même du cinéma américain ou l'avenir du cinéma tout court, ou l'avenir des gens qui font encore des divertissements intelligents, est-ce que l'avenir... moi, c'est ce que je dirais, l'avenir du cinéma de divertissement. On dit... Hollywood, c'est surtout les meilleurs pour ça, mais les Français, des fois, quand ils peuvent faire du cinéma de divertissement, mais c'est plutôt la priorité des Américains. Ouais. Et dans le truc de vidéo... Et du coup, désolé, je t'ai coupé, Non, c'était bon. Dans le truc un peu du truc de divertissement, est-ce que... comment on appelle un peu ça? Est-ce que c'est pas les gars de fanfiction qui sont l'avenir? Est-ce que Hollywood ne devrait pas... Moi, je pense que si. Beaucoup plus sur ces gens-là que de rester avec une bande de cocos qui n'ont plus rien à dire à personne et qui nous emmerdent en faisant que des films de propagande d'agenda débile. Parce que tous ces gars de fanfiction que je vois, tous ces mecs de fanfiction que je vois tout le temps en train de donner de réaliser des trucs d'extrême qualité, moi je me dis pourquoi encore se casser la tête
regarder ces vieux scrogneux là qui ne nous servent à rien, et se concentrer beaucoup plus sur ces genres de fanfiction, des fanfilms, des trucs qui ont des nouvelles idées proches, qui ont des idées par rapport à les univers dont ils s'intéressent. Et je pense qui s'y intéressent. Les chiffres même de la fanfiction prouvent qu'il y a un public derrière ça. Quand tu vois des gens... Ouais, bah, la vidéo Hope and Glory, elle va bientôt atteindre les 100K bientôt. Oui, bientôt, là, c'est... Un truc de 40 minutes. Ça fait que monter. 100K. Ça fait que monter, ça ralentit pas, et c'est lent, mais ça monte. Ça veut dire que le bouche à oreille est en train de se propager. Ça, c'est typique. Je vais même prendre, il y a même un truc sur Star Wars, là, qui est fait par un mec, là, que j'ai oublié, là, qui a fait une fanfiction, ça sert 1 million. 1 million. Ouais. Il y a un public. Mais les fanfictions de Star Wars sont largement meilleures que ce que Disney a produit avec la licence depuis. Les fans font mieux. 6 minutes, hein, le truc que le boy a fait. 6-7 minutes, hein. Ça fait 6 millions, 7 millions. Il y a des gars qui ont des fanfictions et autres, parce qu'on va pas... Il y a une fin pour ça. Il y a une fin. Il y a une fin pour du bon divertissement. Il y a une fin pour du divertissement et pour un respect de ces franchises comme Star Wars, Mad Max. Bon, Mad Max est encore intact pour le moment. On en reviendra à la toute fin de la vidéo. On verra. Star Wars est une licence de pop culture qui a été complètement saccagée, mais c'est un autre débat pour un autre podcast. Mais les gens ont faim de divertissement. Et quand ils n'arrivent pas à le trouver chez les grandes corporations à plusieurs centaines de millions de dollars qui ont leurs propres priorités, on n'a pas besoin de préciser lesquelles, tout le monde le sait très bien. S'ils n'arrivent pas à les trouver chez ces grandes corporations, les fans iront les trouver ailleurs. Et s'ils les trouvent pas dans le cinéma, ils les trouveront dans les mangas, dans le jeu vidéo. C'est pour ça que le jeu vidéo est une industrie qui rapporte énormément plus que le cinéma, c'est même pas comparable. Donc ouais, c'est à un moment, je pense que l'avenir ce sera les fans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut se passer que deux choses. Un, l'industrie hollywoodienne doit changer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'ils comprennent, qu'ils changent leur stratégie, qu'ils comprennent que leur agenda politique, faire de la propagande, le type de propagande, bon, pour le résumer dans un seul mot que tout le monde comprend, de la propagande woke, ça ne marche pas, ça ne vend pas. Soit ils vont être obligés de le comprendre parce que les gens vont voter avec leur porte-monnaie, parce que les gens n'iront plus voir leurs films, et ça a déjà commencé depuis plus de 6 ans maintenant, depuis 7 ans. Ça a commencé avec le film Ghostbusters 2016. Ça, c'était le patient zéro, et ça a continué à partir de là. Soit les industries vont être obligées de changer. Certaines ont déjà montré des signes d'ailleurs. Quand tu vois par exemple que Netflix a défendu Dave Chappelle quand Dave Chappelle a eu ses problèmes, tu sens qu'il y a certaines entreprises qui quand ça va pas dans leur intérêt financier, elles sont prêtes à rediriger un peu leur direction. Soit l'industrie va devoir changer, soit ils vont continuer à vouloir diriger le Titanic vers l'iceberg. Et dans ce cas-là, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que des fans comme ceux qui ont fait Hope and Glory vont commencer à faire leur propre film, créer leur propre divertissement alternatif. Dans un sens même, YouTube est déjà un divertissement alternatif. Moi, je regarde plus de live YouTube et de vidéos YouTube que je regarde de films en longueur. YouTube est déjà un gros média alternatif qui commence même à faire peur à Hollywood. Surtout quand tu vois la percée des YouTubeurs reviewers de films, ils sont en train d'exploser aux États-Unis. Pas trop en France, mais surtout aux États-Unis, ils commencent même à se faire inviter sur les plateaux télé. Enfin, pas sur les plateaux télé, mais en live. Et carrément, tu as des journalistes mainstream. Ouais, c'est des stars. C'est bon. Après, pour citer ceux du top, il y a Nerdrotic et Critical Drinker qui a atteint 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés pour une chaîne de critique de cinéma. Il y a des gars qui sont bien avant que ces gars-là. Quand je pense à un mec comme Chris Stockman, je sais pas si tu connais Chris Stockman. Attends, on parle bien du même. Attends. Chris Stockman, c'est quelqu'un qui a eu 2 millions d'abonnés et qui a fait énormément de trucs. Maintenant, il est réalisateur aussi. Il a son prochain film qui va sortir qui s'appelle Shelby Hawks. Il a travaillé ça sur 3 ans. C'est quelqu'un qui vient du monde de YouTube. Oui, donc lui. Alors oui, Chris Stockman, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a 2 millions aussi, ouais. Ça m'étonne. Ouais, bon, lui, il a été au centre d'une petite polémique là, l'audio, parce qu'il avait refusé. Il ne peut plus critiquer. Il ne peut pas. Il refuse de. Ouais, il refuse de critiquer les films qui sont mauvais, en gros. Et du coup, son public le reprochait d'être vendu et d'être un hypocrite. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment le cinéma, tu critiques de façon constructive, que ce soit bon ou mauvais, et si c'est mauvais, tu expliques pourquoi c'est mauvais. Et il a perdu de la crédibilité à ce moment-là. Le problème, c'est que, oui, le truc, en fait, avec les
avec un Chris Stuckman, c'est qu'il est trop proche. Il travaille dans l'industrie. Et ça limite son objectivité. Et je crois qu'il l'a dit lui-même, hein, il dit que s'il critique les mauvais films, ça va lui fermer des portes dans son boulot de réalisateur. Donc à partir de ce moment-là, t'es plus vraiment libre. T'es pas vraiment un média alternatif, tu fais partie du système. Non, il fait partie Alors que quand tu prends d'autres youtubeurs, ouais. Alors que quand tu vois d'autres youtubeurs dans leur chambre, là. Son rêve, c'est être réalisateur. Ça a toujours été ça, il disait déjà ça depuis le début. Donc là, maintenant, il ne peut plus défendre tellement. C'est pour ça que je regarde plus trop ses reviews, hein. Ça fait 4 ans, 3 ans que je regarde plus ses reviews. 3-4 ans que je regarde ses reviews. Je suis plus en train de regarder comment il est en train de faire son film, en fait. C'est plus ça maintenant que je me concentre. Ouais, il vaut mieux qu'il fasse ça à temps plein, parce que en tant que youtubeur, il y a une qualité qui est importante quand tu es un youtubeur et que tu es critique de film, c'est que tu dois être authentique et honnête. Il y a un youtubeur, l'un des, justement, l'interview des réalisateurs de Hope and Glory, j'ai vu une interview d'eux, et elle a été réalisée par un youtubeur qui s'appelle Robert Meyer-Burnett, qui les a interviewés en live pendant plus de 2 heures, j'ai écouté en entier. Et justement, ce même Robert Meyer-Burnett, c'est aussi l'auteur d'une citation qui m'a marqué depuis plusieurs mois, et que à chaque fois que j'y repense, je comprends de plus en plus ce qu'il veut dire. Il a dit quelque chose même qui a été repris par d'autres youtubeurs, tous les youtubeurs américains le disent maintenant. L'authenticité sera la prochaine. Bon, je vais le dire en anglais. Authenticity is the currency of the next decades. L'authenticité sera la prochaine monnaie courante de la prochaine décennie. Ce que tu dis là, ça se Et si tu perds l'authenticité, tu as tout perdu. Ça se ressent même pas forcément sur le cinéma. Ça se ressent aussi sur la musique. Parce que la musique, quand tu regardes les albums maintenant qui sortent, les albums sont beaucoup dans ce genre de trucs. Tu vois, des gars, artistes qui sont beaucoup plus maintenant dans je vais me livrer à moi, comme un peu le dernier album de Kendrick Lamar. Je vais parler un peu de ma vie, comme un peu le prochain album de Tyler, the Creator, où il sous-entend qu'il va beaucoup se livrer un peu. Tu sais, de jouer sur un personnage. Tu vois beaucoup d'artistes aller dans cette direction-là. C'est même pas seulement dans le cinéma, mais même aussi c'est une. Regarde même aussi les bouquins qui sortent. Regarde Will Smith qui nous fait un bouquin comme il fait là. Quand tu lis ce bouquin là, dans les années 90, tu n'aurais jamais sorti ce bouquin là. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis là, par rapport à Authenticity et tout. C'est vraiment le prochain. C'est vraiment, on est en pleine mode de ça en ce moment. Donc, non, surtout qu'en plus à notre époque de l'information, l'époque des réseaux sociaux où tout se sait et tout se sait rapidement. En général, quand tu es un fake ou quand tu es un menteur, ça se sait et surtout ça s'enregistre parce que rien ne s'efface sur Internet. Donc, si à partir du moment où tu es identifié comme faux, c'est tout le monde le sait, quoi. Et c'est ça le problème que Hollywood n'arrive pas à comprendre. Et c'est même la raison première de pourquoi est-ce que la qualité des films est devenue aussi médiocre avec le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Hollywood est devenu déconnecté complètement du monde du petit peuple. C'est-à-dire que ils sont devenus déconnectés déjà. Si on parle de la pop culture, ils sont devenus déconnectés de leurs fans. Ils ont même commencé à adopter une nouvelle stratégie en 2016, justement. Ça a commencé avec Ghostbusters 2016. C'est qu'ils ont commencé à attaquer les fans. La mode de traiter ton public de sexiste et de misogyne parce que ton film était nul, mais tu veux pas admettre qu'il était nul. Tu vas juste utiliser le prétexte qu'il y a que des femmes dans ton film. Et donc, du coup, tu vas dire que, ils sont pas venus parce qu'il y a des femmes dans le film. Cette mode, on l'entend tous les jours maintenant. Ils l'utilisent tout le temps, mais à la base, ça a commencé en 2016. C'était avec Ghostbusters 2016. Et ce truc-là, à partir du moment où tu antagonises ton public, c'est une règle de base, c'est évident. À partir du moment où tu antagonises ton public, où tu attaques tes clients, c'est normal que tes clients ne viennent plus dans ton magasin. Et du coup, après, on est dans un cercle vicieux où Hollywood attaque les fans, prend les fans de haut. Enfin, Hollywood a toujours pris le petit peuple de haut. Il l'a toujours pris. Ça a toujours été comme ça, mais ils ne l'exprimaient pas dans leurs films. En général, Hollywood, avant, il mettait en avant le travailleur du quotidien. Il valorisait un petit peu le petit ouvrier. Si je peux un peu intervenir par rapport à ce que tu dis, en fait, je pense que c'est la génération des réalisateurs qui sont différents, en fait. Il y avait, surtout quand tu prends les générations de réalisateurs, on va prendre un peu de l'époque dorée des années 70.
les boys qui sont venus. Mhm. Lucas, Ola, Scorsese, toute la clique là. Mhm. C'était un peu des rebelles un peu. Regarde Ouais. George Lucas, c'est un peu des rebelles, un peu d'un système vieux, un peu qui voulait changer par rapport au système des années 50, 60, un peu qui les saoulait. Quand tu regardes un peu l'histoire de George Lucas, quand tu regardes l'histoire de Scorsese, quand tu regardes l'histoire de Coppola, c'est pour ça que les films dans les années 70 étaient très révolutionnaires. La période la plus dorée du cinéma américain, c'est les années 70. Quand c'est les années 70. 80. 80. Ça dépend maintenant des sensibilités de tout et chacun, mais universellement parlant, les gens parlent des années 70. Les plus grands génies du cinéma américain qui sont sortis, je parle des Sidney Lumet, je parle de même Cimino aussi, et tous ces mecs-là, c'est les années 70. Bon, les années 80, c'est les années les plus fun. Yeah, Voilà, ça c'est mon truc, le fun. les années 70, c'est très dépressif. C'est très bien. Ouais. Bien. Les années 50, c'est un peu trop optimiste. Parce que c'est un peu le boom économique, les trucs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Les acteurs qui brillent, c'est les acteurs un peu comme Harry Fonda ou James Stewart. Pourquoi? Ils représentaient l'américain blanc moyen. Tous les films qui jouent Harry Fonda ou James Stewart, surtout James Stewart. James Stewart, c'était le héros un peu déménagère un peu. Quand tu regardes les films qu'il a fait, c'était Town, comment s'appelle encore ce film-là qui est le film de Frank Capra, It's a Wonderful Life. Tous les années 50, là, James Stewart. L'image de James Stewart, même quand tu vois son image, il a une bonne tête, il a une tête de bon gars. Ah, tu sais que c'est le mec. Les films qu'il jouait là, grande majorité. Mrs. Smith, Goes to Washington, les films qu'il jouait, c'était le gars qui est le bon père de famille, qui va au travail, l'américain moyen qui aime truc et autres et tout, et qui sera suivi, toujours par rapport à ses péripéties de la vie, en étant un simple gars américain moyen. Et ça, c'était l'image de James Stewart. Henry Fonda incarnait ça. C'est pour ça que quand Henry Fonda et que il joue dans Henry Fonda, il y a un film qui représente ça, c'est 12 Angry Men. Colère de Sidney Lumet. Le rôle qu'il joue dans 12 hommes en colère, c'est les mecs qui votent. C'est pour ça que quand Sergio Leone le fait jouer dans Once Upon a Time in America et le fait jouer le plus Henry Fonda méchant comme le plus grand méchant de l'histoire le plus grand n'ont jamais voulu apprécier ça. C'est le seul quand il a fait ça. C'est pas passé. Pas imaginer un fondant venir jouer à il tue des ça c'est pas passé. C'est pas longtemps. En globalité, ça, les années 80, c'est des années un peu trop patriotiques. Il faut avoir du patriotisme, allez, on te fout. Allez, on te fout. I want to live in America. On te fout Rambo. Rocky. Non, Rambo 2, 3, pas le Rambo des années 70. Hey. On s'est régagné ces trucs. Ah, moi, j'aime tous les Rambo 1, Rambo 3, Chuck Norris dans Missing in Action. C'est la montée de Tom Cruise. Ah, ouais, Commando. C'est la montée de Tom Cruise, c'est la montée de tout ça. C'est la montée vraiment du. Ah, Tom Cruise, il était ado. Oui, c'est la montée de Tom Cruise, c'est Tony Scott qui te fait Top Gun, tu vois un peu. C'est les années 80. C'est le pic de Chuck Norris. C'est le pic de Chuck Norris des années 80. Ouais. Oui, clairement. Chuck Norris, c'est le film d'action. Il fallait rebooster le moral des Américains par rapport à la guerre du Vietnam. Le moral, ouais. Il fallait plus les rappeler que ils ont perdu, ils ont tué et autres et tout. Et dans ce marasme-là, il y avait certains gens qui revenaient un peu avec ce délit-là. C'était un peu Oliver Stone quand il fait Platoon, par exemple. Ce que j'appelle un peu sa trilogie, c'était sa trilogie, je pourrais appeler Platoon,
né un 4 juillet, JFK. C'est un peu sa trilogie, un peu du Vietnam. Sa trilogie du Vietnam, parce que c'est... Ouais, Platoon, c'est vrai que ça avait l'air dépressif, je l'ai pas vu encore. Platoon, c'est dans le Vietnam. Bon, né un 4 juillet, c'est un gars qui revient de la guerre du Vietnam. Et JFK, c'est un peu la résultante un peu de tout ce qui s'est fait un peu sur la mort de JFK, mais qui rapporte aussi quand même un peu, il y a quand même un peu les clins d'œil un peu sur la guerre du Vietnam, un peu. Après, j'ajouterais JFK et Nixon, parce qu'il a fait aussi sur Nixon. Donc les deux sont un peu liés. Donc c'est un peu, je dirais, sa quadrologie sur le Vietnam un peu. Puisque c'est quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam, donc c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc on parlait de quoi? Oui, qu'est-ce que on parlait de... On est parti, voilà. Non, on parlait de pourquoi est-ce que à un moment, est-ce que les fan-films, est-ce qu'à un moment les fans ne vont pas devoir réarracher le pouvoir à l'oppresseur, en gros, grosso modo? Est-ce que les fans ne vont pas devoir reprendre à Hollywood ce qu'ils monopolisent, c'est-à-dire des franchises comme qu'ils ont saccagé? La liste est longue maintenant, je le mets de tête, je peux te dire Star Wars, tout le Marvel Cinematic Universe, Doctor Who, toute la pop culture. Je sais pas ce qui reste de la pop culture américaine aujourd'hui, qui n'a pas été complètement saccagée sur l'autel d'un agenda politique woke, quoi. Un agenda politique, on va pousser le féminisme, l'extrémisme à l'extrême, le LGBT, les droits des trans, tout le racisme partout. C'est des bons messages individuellement quand ils peuvent être traités dans des films de façon intelligente avec du recul, mais c'est pas du tout comme ça que c'est traité aujourd'hui. C'est pas du tout de cette façon que c'est traité, c'est traité de façon superficielle, et ça prétend être un message d'égalité et d'inclusivité, mais dans le fond, le wokisme, ce que ça fait, c'est que ça essentialise les gens. Ça les essentialise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es noir, tu n'es rien d'autre qu'un noir. À partir du moment où tu es un gay, un personnage de gay maintenant, ton personnage, ta personnalité, c'est d'être gay. À partir du moment où tu es une femme, ta personnalité, c'est de faire comprendre aux hommes que c'est des merdes, de leur casser la gueule avec un seul coup de poing alors qu'ils font 100 kilos de plus que toi, et surtout avoir toujours la smug face pour bien montrer que t'as pas transpiré quand t'as cassé la gueule à des hommes plus forts que toi. Je caricature comme ça, mais quand vous regardez les films Marvel, quand vous regardez les films de Disney Star Wars, à partir du moment où vous l'avez vu, vous le voyez tout le temps parce que ça se répète à chaque fois. C'est un point en fait où tu peux même anticiper ce qui va se passer dans le film juste en regardant le profil démographique des personnages, quoi. Tu vois que tu sais que si tu vois une femme, elle sera plus intelligente et plus efficace et plus forte que tous ses homologues masculins. Si tu vois, c'est épuisant et ça donne envie de. C'est pour ça que ça fait plaisir quand tu vois des fan-films comme ça où tu as des gens dont la seule priorité c'est même pas d'essayer de te faire la leçon, de t'éduquer ou de quoi que ce soit. Non, tout ce qu'ils veulent juste, c'est 1, te divertir, 2, faire hommage à l'héritage laissé par cette série de films. Ce qu'ils veulent, c'est faire hommage au lore, c'est faire hommage aux fans. En gros, c'est que de l'énergie positive, ça fait plaisir. C'est une lettre à l'amour à Mad Max. C'est une lettre d'amour à Mad Max, c'est fabuleux. Et on va arriver un peu à la fin de notre délire en parlant du fameux film qui arrive, qui s'appelle Furiosa. Est-ce que George Miller a donné le bâton pour dire oui, bon, battez-moi et sodomisez-moi pour pouvoir l'équipe, parce que je suis désolé, c'est la première fois que je vois un trailer de Mad Max et je reste comme ça en me disant qu'est-ce que je regarde. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup du CGI là-dedans. C'est la première fois. Ouais, c'est le détail qui frappe. C'est la première fois que je vois un Mad Max. Et c'est bourré de CGI, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a beaucoup de CGI dans ce Mad Max là. Il y a un abandon des effets spéciaux pratiques qui faisait partie intégrante de l'esprit Mad Max, quoi. L'esprit de Mad Max, et surtout
pourquoi nous faire une préquelle pour Furiosa? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Déjà, disclaimer pour commencer, je vais commencer par dire que je suis un extrême fan de Anna Taylor-Joy. Depuis le film Split, c'est allé dans mon top 10 de mes actrices préférées. Ouais, j'ai un, voilà, pour être très clair, j'ai un crush sur elle. Si il me prenait la motivation d'aller voir le film au cinéma, ce serait principalement pour elle. Mais c'est-à-dire que même en étant fan d'elle, ça ne suffit pas. Je suis désolé, ça ne suffit pas. J'ai vu ce trailer, sincèrement, j'ai dit même moi, mais j'ai dit même Mad Max entre dans le wokisme maintenant. Alors que quand il avait fait son Fury Road, qui était féministe déjà. C'est féministe, c'est ça qui est paradoxal. C'est féministe. C'est-à-dire que mais pas féministe toxique. Féministe, c'est-à-dire que dans le bon sens. Oui. T'étais déjà féministe déjà. Parce que moi pour moi face là, c'est insupportable. C'est-à-dire que ouais, en fait, c'est-à-dire que oui, bon, pour pas caricaturer, il y a du bon féminisme, du mauvais féminisme, ou pire, on peut le caricaturer comme ça. Pour moi, il y a du féminisme extrémiste, extrémiste, comme on peut voir, par exemple, typiquement le MCU, les Star Wars, tout ça. Mais, par exemple, une série qui est féministe, qui est très bien écrite, c'est Buffy contre les vampires. Ça, oui. Typiquement, ça devrait être le template de comment tu fais des rôles empowering, on va utiliser leurs mots, empowering, enfin qui mettent en valeur des personnages féminins intéressants, parce que c'est-à-dire qu'en fait une bonne œuvre contre les vampires, jusqu'à aujourd'hui les gens ne le regardent pas avec le regard. Oui, mais ça a une legacy incontestable. C'est incontestable. Mais ce qui est paradoxal avec une œuvre féministe comme Buffy contre les vampires ou Fury Road, ce que les deux œuvres ont en commun, c'est que les personnages féminins sont forts, mais elles ont quand même leur vulnérabilité, et surtout elles n'ont pas besoin de rabaisser l'homologue masculin pour essayer de paraître plus forte en comparaison. Ça, c'est un procédé artificiel que les films modernes aujourd'hui font. C'est-à-dire qu'on va te mettre un personnage féminin, on va lui donner littéralement des super pouvoirs, même si dans l'histoire du film, elle n'a pas vraiment des super pouvoirs, mais en gros, elle peut donner un coup de poing à un homme et il s'envole à l'autre bout de la pièce, alors que, elle pèse 40 kilos, quoi. On va la faire paraître plus forte physiquement, on va lui donner des qualités masculines, limite, aucune qualité féminine, aucune féminité, mais à côté, tous les personnages masculins doivent être incompétents, stupides, maléfiques, méchants, et c'est pour te faire paraître le personnage féminin plus intéressant en comparaison, sauf que ça marche pas, c'est artificiel, parce que le truc c'est que le public n'est pas aussi bête que certains gens à Hollywood le pensent. Quand tu essayes de manipuler le public par des procédés aussi artificiels qui ne sont pas authentiques, les gens le sentent. Les gens le sentent, ils sont pas intéressés, ils perdent de l'intérêt et ils sortent de la salle de cinéma tout simplement. Alors que quand tu vois une œuvre comme Buffy contre les vampires où les personnages féminins et masculins se complètent, c'est-à-dire qu'ils se complimentent, ils se complètent, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Fury Road c'est pareil, ils ont leurs forces et leurs faiblesses, parce que typiquement Fury Road c'est quoi? T'as le personnage de Furiosa qui fait, c'est une histoire d'évasion. Elle fait évader les prisonnières du harem du méchant de Fury Road, là, j'ai oublié son nom lui aussi. Ouais, mon cerveau marche pas ce soir. Ouais, le méchant de Fury Road. Elle fait évader en fait les prisonnières de son harem, et c'est en fait, tu sens qu'en fait c'est une guerrière qui a abandonné, qui a dû abandonner sa féminité pour pouvoir survivre dans ce monde en fait, dans ce monde post-apocalyptique complètement meurtri, enfin, ce monde de monstres quoi. Et je pense que c'est mieux quand c'est suggéré, pas qu'on le voit. Ouais. Enfin, que suggéré de quoi? Quoi est suggéré? C'est-à-dire que quand on imagine le passé de Furiosa. Oui, exactement, c'est ça. Son histoire a déjà été racontée. Dans les films, tu n'as pas besoin de tout raconter. Dans le comics, c'est... Ah bon? Oui, il y a une préquelle sur le truc, mais c'est pas forcément jusqu'à la jeunesse. Mais il y a une bonne préquelle sur Furiosa, déjà. Qu'est-ce que tu me fous de Furiosa à 18 ans? Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est redondant. Des fois, certains personnages, c'est plus mystérieux si tu n'as pas leur... C'est plus mystérieux. De toute façon, tu le sais. Tu le sais. Qu'est-ce que tu as à me raconter? Qu'est-ce que tu Dans le trailer, quand on voit quand elle était dans sa forêt, là, quand elle était enfant,
C'est dit dans Fury Road que là où ils vont à la fin dans le désert, avant c'était une forêt. C'est dit dans Fury Road. Donc du coup, ça blesse encore plus parce que pendant tout le film, on t'a teasé que je vais vous amener dans un jardin d'Éden avec des forêts, des rivières, etc. Donc toi, dans ta tête, tu anticipes le moment où il y aura la forêt. Mais quand tu arrives là-bas et que on te montre un désert et que les survivantes de sa famille lui disent que oui, mais c'était ici la forêt, mais c'est plus une forêt, c'est un désert. Tu sens la douleur de Furiosa. Donc quand elle fait la scène où elle monte sur la colline et qu'elle hurle, tu sens la douleur toi aussi, parce que toi aussi en tant que prestataire, t'es frustré. Parce que le film t'a fait ressentir ce qu'elle ressent. Ça, c'est de l'écriture de personnage et ça a encore plus de puissance quand c'est suggéré. Qu'est-ce que tu vas nous montrer là? Qu'est-ce que tu vas nous faire montrer? Moi, j'en ai rien à foutre de la mère de Furiosa. Absolument. Rien à voir. Bon, allez, moi je préfère que j'ai. Non. Tu peux imaginer. Tu devrais t'imaginer, oui. Ouais, après pour le côté féministe, en vrai le film c'est pas, les féministes extrémistes n'aimeraient pas vraiment parce que dans le film c'est l'histoire d'une femme qui s'est endurcie, qui a abandonné sa féminité et qui est arrivée de faire confiance aux hommes pour survivre, mais pour pouvoir survivre elle est obligée de faire confiance à un homme, elle est obligée de faire confiance à Max, même à l'autre Warboy là qui monte sur le camion parce qu'ils sont obligés de faire équipe pour survivre. Donc dans le message justement ça montre que tous les hommes ne sont pas des monstres. Il y en a une poignée qui il y en a qui sont des bons. Il y en a qui sont bons. George Miller devient vieux. George Miller a besoin de sous. Et George Miller a succombé. Je sais pas s'il a besoin de sous. Hein. Je sais pas, mais pourquoi tu succombes à ça? Beta n'a pas fait de mal. Qu'est-ce que tu Je crois, j'ai vu de loin, j'ai pas regardé de près, mais dans certaines interviews apparemment il a manifesté vocalement qu'il voulait être plus dans un message progressiste. Il est en train de. Même toi, ils t'ont eu. Tu sais, tous les vieux réalisateurs là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est l'âge, mais plus ils vieillissent, même toi, plus ils vieillissent, plus ils tombent dans ces. Bon. Oh non, Beta que tu repartes, t'es happy fit que ça quoi, franchement. J'avoue. Non, pas toi. Ouais, c'est tous des Harvey Dent aujourd'hui. La maxime d'Harvey Dent là, il ne mentait pas. You either die like a hero, you live to see yourself become a villain. Non, mais sérieux, tu vas faire un intimiste progressiste. Toi, George Miller, non. Après, peut-être, on sait pas. Peut-être que le film Furiosa sera excellent, hein. Peut-être qu'il sera bien. Peut-être ça peut être bien, on sait pas. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, j'aime Anna Taylor-Joy, mais déjà, si tu veux caster une actrice comme action star, pas Anna Taylor-Joy. Elle est skinny, personne ne peut croire qu'elle peut tabasser des gros bourrins. Donc déjà dès le début je suis un peu sceptique. Le seul truc qui pourrait me convaincre, et je sais pas si le film pourra faire ça, et c'est pas ce que j'ai l'impression du trailer, mais c'est qu'elle utilise des armes, qu'elle utilise son environnement, mais j'espère juste que je verrai pas une scène où elle va tabasser des gars au corps à corps et des trucs comme ça. Sinon ma suspension d'incrédulité, voilà quoi. Non. Moi, franchement, pour terminer, puisque lui il est pas encore vendu et que ses couilles ne sont pas encore ne sont pas celui-là. Moi j'aimerais bien voir John Carpenter se dire pourquoi pas faire une suite de Escape from New York, Escape from Los Angeles, avec un Kurt Russell vieux comme on le voit. Moi je pense que ça pourrait être la boucle qui les boucle pour terminer ça en trilogie. Il me fait Escape truc et dénoncer tous qu'il voit dans Hollywood comme il a fait toute sa carrière. En gros que John Carpenter se réveille une dernière fois. Ouais, on serait tous chauds pour ça. Kurt Russell, il va te dire on va faire une dernière histoire sur Snake. On va faire une histoire sur Snake. Et je fais il va mettre tout le bullshit. Un peu comme Tarantino, ce qu'il doit faire avec son dernier film The Critic, là, peut-être. The Critic, je sais que c'est ça qui. Peut-être, hein. Peut-être. On peut espérer. Parce que The Critic, je pense que c'est sa dernière bombe pour dire bon. Vous là, on vit la pire. Vous êtes en train de tuer mon amour, mon premier amour là. Je vais faire une dernière bombe et vous étirez ma révérence comme ça là.
Mais moi, Ouais. j'aimerais que Carpenter fasse un dernier escape, tout dernier. C'est une dernière. Ouais, moi aussi j'aimerais. Tu vois un peu, une dernière. Escape from New York, ça aurait pu aussi être une grosse franchise. Le problème, c'est que le 2 a plombé un peu on va dire le truc et tout. Mais moi, je l'ai aimé le 2. La scène du tsunami, moi j'ai rigolé. Moi j'ai rigolé. La scène du surf, pas me grire. Ah, la scène de l'hélicoptère avec les effets spéciaux nuls, moi j'ai adoré. Mais moi j'aime les nanars un peu, donc c'est. Non, John voilà, Carpenter, moi j'ai aimé tous ses films, tous les films qu'il a fait, tous les films. Tous Même ceux que les gens ne connaissent pas beaucoup, qui ne sont pas trucs comme un peu Christine par exemple. Christine, ça c'est un chef-d'œuvre. Les gens n'ont jamais beaucoup. Il y a pas Christine. beaucoup de... Christine, avec la voiture. Avec la voiture, si, c'est connu, hein. C'est connu, c'est un classique. C'est un classique Christine. pour les fans de horreur, truc. Mais c'est pas connu dans le film. Ouais, bah je suis fan d'horreur, ouais, c'est un classique. C'est un classique pour les fans d'horreur. Moi, ce que j'ai vu des films de Carpenter qui sont polémiques, c'est Vampire ou un autre là. Non, c'est pas moi. Ah, je te retrouve. Ah, ouais. Tu te remets là, et voilà, c'est bon. Ah, yeah, c'est bon. Ça revient. Tu m'as revu? Ouais, c'est bon, là, je t'entends, ouais. Toi, tu m'entends? Je t'entends. Wow. Ok. Ouais, ça rame un peu encore. C'est bon, tu es bon? L'image est en retard par rapport au son. Ah, La connexion de Dakar. ouais, c'est la connexion de Dakar. Ouais, je Là, tu t'entends. Ouais, là, je t'entends, ouais. Ok, c'est ça que un dernier truc, un dernier saut à l'honneur. Il fait comme ça. Un dernier rodéo. Ah, il y avait un fan, hein? Hein? Ouais. Mais en vrai, j'avais aimé la fin de Escape from New York 2. Le moment où il coupe le courant sur toute la planète, là. Ah, ça, j'avais kiffé. Ouais. Mais, il y a un fan, il avait suggéré un truc pour la fin de Mad Max. Imaginez s'il y avait un Mad Max, un dernier Mad Max avec Mel Gibson qui joue. Le titre, typiquement, que tu pourrais dire, ce serait The Last Ride. C'est tellement évident. Mad Max, The Last Ride avec Mel Gibson. Ça, c'est le genre de projets fantasmés, là, qui sont dans une autre dimension, la dimension alternative, que j'aimerais voir, quoi. Un peu comme Spider-Man 4 ou... Vas-y, je t'ai coupé. Non, il y avait aussi Lethal Weapon 5 qui doit sortir, non? Oui, c'est Mel Gibson qui doit réaliser ça. Puisque Richard Donner devait le réaliser et qu'il est mort. Je pense que c'est lui qui devait le réaliser ça. Parce que là, Mel Gibson, il a plusieurs projets, là. Déjà, il est dans son truc de fou furieux, là, qui prépare la suite de son truc sur Jésus-Christ, là. Aussi, là. Oh. Et là, ça il n'a pas fini, lui. C'est en deux parties. C'est en deux parties. Oh non, Là, il va parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les vieux, à vouloir... Là, il va parler de le il nous fait une James Cameron. Il va parler du processus de résurrection de Jésus-Christ. Mais la Bible existe, frère. Qu'est-ce que tu veux nous raconter de plus? En deux parties, en plus. Non, franchement, les vieux, ils deviennent trop... Ils s'attendent trop quand ils vieillissent, quoi. C'est comme Scorsese, ses films de 3 heures. James Cameron, sa série de films Avatar qui raconte rien, là. Mais qui fait des milliards. Oh, mais Gibson, putain, c'est un catophilie, c'est pas possible. Oh.
Oh merde, j'ai envie de partir. Mais- J'ai vu le truc part 1, part 2, j'ai dit merde, tu vas le doser 3 heures. 3 heures. 3 heures. Part one, part two pour Jésus. De Jésus, mon frère. Merde. Voilà, y a pas de- La fin du 1, ce sera comme l'Empire contre-attaque, quoi. On va croire tout l'espoir est perdu, puis ensuite il va ressusciter. Il va te prendre le combat contre le diable avant de revenir là, mon. Avec des sabres laser. Avec des sabres laser et tout et tout. Non, mais Et en vrai, je regarderais ça, hein. Ça, je regarderais. sérieux, Mel. Sérieux, il Oh. a vraiment des problèmes. Eh, Il va encore dire que c'est les juifs. Il va faire un peu comme un peu dans son premier film où il avait dit qu'on dit que c'est les juifs qui ont tué Jésus ou autre et tout là. Dans son Jésus-Christ, il avait balancé ça. Il avait fait ça, hein. Le premier là, la passion du Christ là. Il avait balancé que c'est les juifs qui ont vendu le truc et autre et tout. Mais c'est là où on a dit va de rétro Satana. On l'a chassé de Hollywood. On a dit lui on vient plus. bah oui, ouais, si tu critiques les juifs à Hollywood, hello. Il a 10 ans. Il garde autour de toi. Il a 10 ans pour que Mel Gibson Ah, ce mec est un caton fini, putain. Non. Non, mais même tous ces films, c'est Tonton Gibson. Même Braveheart, c'est très cato. C'est cato. Ouais. Cato. Braveheart, en fait, Braveheart, c'est la passion du Christ déjà. Hein. Braveheart, c'est déjà la passion du Christ. Quand tu regardes encore le film maintenant, là, tu te dis, mais en fait, tous tes films que tu réalises tout seulement la passion du Christ seulement. Tous tes personnages Moi, j'ai principaux. pas encore vu Braveheart, justement. J'hésitais à cause de ce côté religieux, là. Il a même son personnage de William Ellis, où il n'a pas du tout. J'ai rencontré un Écossais ici à Dakar. Je travaillais dans le bar là où j'étais. Je lui ai parlé un peu. Braveheart, qu'est-ce que tu en as pensé? Les gars a chié sur ça. Hein. Les Écossais n'aiment pas les. Il dit que les Écossais n'aiment pas Braveheart. Hein. Les Écossais. Ah ouais? Oui, les Écossais détestent. Ah, c'est vrai, même le Critical Drinker, il avait dit ça. Les Écossais Ah ouais? détestent. J'avais un gars écossais que je rencontrais là et autre, parce que je lui ai posé une question. Il dit, bon, toi en tant qu'Écossais, qu'est-ce que tu penses de Braveheart? Il dit que fuck is a bullshit. Il a sali William, voilà. Et surtout, il a sali un personnage là qui est super important dans l'histoire écossaise. C'est Robert de Bruce. C'est lui le vrai héros d'Écosse. Robert de Bruce est le véritable héros d'Écosse. C'est pas William Wallace, c'est pas seulement William Wallace, c'est même pas vraiment William Wallace, c'est Robert de Bruce. Et la manière dont Mel Gibson a écrit le personnage de Robert de Bruce là, il en a fait un lâche, un truc. Les Écossais n'ont jamais pardonné. Les Écossais, je ne pardonne pas du tout. Pas du tout. Mel Gibson de ce film là, ne montre pas ça en Écosse. Les gars, ils vont te taper. Mel Gibson t'a dit que moi je prends seulement des personnages historiques, j'en transforme à mon délire. Les gars, il était content. Lui et son écrivain, comment il s'appelle, Randall Wallace, je crois que c'est son écrivain, celui qui écrit la plupart des films avec lui. Ils n'ont pas apprécié. Les gars, ne parle pas du tout de Braveheart. Braveheart, c'est nous qui avons kiffé, mais les Écossais, non, il n'y a pas de ça. Ils ont saccagé un personnage trop important pour eux, Robert de Bruce. C'est comme si tu saccageais un peu l'histoire de Lati Dior ici, un peu au Sénégal. Tu le transformes à une sorte de lâche, truc et tout. Mon frère, t'imagines un peu comment ça se passera au Sénégal, ou bien Oumniobé au Cameroun, ou bien Thomas Sankara un peu. Tu le transformes à un truc, tu imagines un peu comment les gars, non, c'est ça. Ouais, il a exagéré. Quand les gars ont vu comment ils ont transformé Robert de Bruce, les Écossais, il y a des Écossais qui sortaient en premier de la salle. Ils se sont dit, mais ce mec est un tocard. En Écosse, il n'est pas aimé hein, à cause du film. Pas aimé. Bon, je pense un peu que c'est ça qu'on a fait un peu le truc. On a fait un peu le temps sur notre sujet par rapport à la truc. Si vous n'avez pas vu le film Open Glory de Mad Max est disponible sur YouTube. C'est un court moyen métrage de 40 minutes qui est super génial et tout. C'est un super film, c'est un super truc. Avant, pour ceux qui vont découvrir Furiosa, si vous n'avez jamais vu la trilogie Mad Max, bon, voilà, il y a les sites internet, hein, F-Movies, vous allez cliquer. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'ai souscrit à des plateformes de streaming pour regarder. Honnêtement. F-Movies, vous partez cliquer, ou bien si vous voulez faire les trucs, vous partez sur Netflix, vous cherchez un faux compte pour ne pas payer l'abonnement.
Un conte de quelqu'un qui utilise des chiffres. Yeah. Et voilà. Et qu'est-ce que le truc? Oui, pour ceux qui n'ont pas toujours vu le film le film réalisé par Ayn Artiam qui s'appelle Sandman, co-réalisé aussi par moi-même et par le collectif Sandman, le premier, et Sandalman, art révolutionnaire, qui a été nominé au FESPACO en 2017 dans la rubrique science-fiction, qui a eu beaucoup de plébiscites un peu ici toute l'Afrique et Dakar, la BBC, plein de trucs. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ils ont vu un peu le sujet celui-là. Il y a un nouveau documentaire aussi qui est sorti, réalisé par Thomas Hollande, qui est documentariste aussi, et qui a fait un documentaire justement sur ceux qui arrivent à faire des films à petit budget sur Dakar. Et il a la truc, je vois même que la vidéo a énormément fait de buzz ici, ça a 12 000 vues depuis une semaine de sa sortie. Si vous n'avez pas le truc, je vais vous mettre aussi le lien en description du film. Et je vais vous mettre aussi un lien en description aussi de l'interview de 1 heure que je lui ai donnée. Une longue interview d'1 heure aussi par rapport à justement son documentaire qu'il a fait là, et qui est une série de documentaires qu'il essaiera de faire. Il y a d'abord au Sénégal, il y aura en Ouganda, il y aura aussi encore plein, même en Chine, même en Asie, même en Amérique du Sud. C'est un peu un projet qu'il a le truc. Inch'Allah. Donc voilà. Et le chien gueule derrière. Et non, c'est ici en fait. C'est le chien qui est en train de gueuler. En fait, Ouais, moi, j'avais les voisins qui gueulaient, mais je sais pas si c'est entendu. non, moi c'est plutôt les chiens en fait. Bref. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Patreon. Et à plus pour d'autres aventures.